Digital Congo, la télévision numérique. Le dialogue social dans le secteur public, tel est le thème du briefing spécial animé par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, qui avait à ses côtés le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, la situation des agents de l'État, les réformes dans l'administration publique, les conditions de mise à la retraite. Tout a été évoqué à ce briefing de presse. Le gouvernement est pour l'inclusion salariale, a dit le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. Le 17e forum d'affaires du marché commun pour l'Afrique orientale et australe COMESA s'est clôturé lundi à Bujumbura. Le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku a représenté la RDC. Il a proposé aux membres de mobiliser des financements avec la création des banques d'investissement pour promouvoir le développement en Afrique. C'est une très bonne nouvelle dans la province du Nord Kivu. À Goma, les enseignants réunis au sein de la structure syndicale des enseignants des écoles primaires publiques ont décidé de reprendre les cours. Ils ont reçu les assurances du gouvernement, mais un ultimatum de 3 mois a été donné au gouvernement pour répondre à leurs requêtes. Bienvenue parmi nous et merci de votre fidélité à Digital Congo. Le 17e forum d'affaires du marché commun pour l'Afrique orientale et australe, comme ça s'est clôturé lundi à Bujumbura au Burundi. Le ministre congolais Julien Paluku Kahongya du commerce extérieur a au nom de la République démocratique du Congo proposé aux 21 pays membres du COMESA de mobiliser des financements avec la création des banques d'investissement pour promouvoir le développement, la consolidation des échanges commerciaux entre les pays membres avec certaines facilités en faveur de petits commerçants et des populations au niveau des frontières, et le développement des chaînes de valeur ont constitué les recommandations phares de ce 17e forum d'affaires. Le reportage est signé Obed Kambale, notre envoyé spécial à Bujumbura au Burundi. Panélistes ce lundi au 17e forum d'affaires du marché commun pour l'Afrique orientale et australe COMESA Bujumbura au Burundi, avec comme thème accélérer l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur dans les domaines de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme. Le ministre congolais du commerce extérieur a proposé aux pays membres de cette organisation africaine passer désormais à l'étape de mobilisation de financement avec la création de banques d'investissement pour développer les secteurs des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture, tout en levant également les financements sur les crédits carbone. Des bassins de production doivent être bien identifiés par les pays du COMESA, a ajouté Julien Paluku Kahongya, tout en vendant les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo avec ses 80 millions de terres arables. Nous avons proposé, par exemple, qu'il y ait des programmes communs au niveau de la zone COMESA pour que le programme du développement ou de transformation agricole soit partagé entre les 21 pays pour que nous puissions nous rassurer que tous nous sommes sur la même voie. Le deuxième pilier important que nous avons abordé et pour lequel nous avons représenté la RDC, c'était de voir comment le secteur minier peut être le pilier de la relance économique de l'Afrique. Et là, comme tout le monde le sait, le président de la République, Félix Tshisekedi, est le champion de la création de la chaîne de valeur des batteries électriques avec son homologue zambien. Nous avons partagé cette expérience avec
les pays membres comme ça, pour permettre que d'autres États viennent se joindre à la RDC et à la Zambie pour développer la première chaîne de valeur de batteries et véhicules électriques. En donnant les go de ce forum d'affaires du COMESA, le Premier ministre du Burundi, le lieutenant-général Gervais Ndirakubucha, a appelé les pays membres de s'investir désormais dans le développement des chaînes de valeur dans les secteurs de l'agriculture, des mines et du tourisme pour ainsi promouvoir le développement et la lutte contre la pauvreté. Il en a profité pour féliciter la République démocratique du Congo et la Zambie qui se sont lancés dans les grands projets de l'industrie des batteries et des véhicules électriques et qui va changer les économies des pays africains. Signalons que la visite des stands où sont exposés les produits Made in Burundi par le président burundais Evariste Ndayishimiye a été l'un des moments forts de ce forum économique qui précède le 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA. Et retour en RDC et direction la province du Nord Kivu où ce mardi 29 octobre 2024 dans la ville de Béni a eu lieu la séance de restitution des acquis de la première réunion extraordinaire du Conseil consultatif provincial du Star-Est Nord Kivu. Cette activité qui a réuni environ 200 leaders communautaires a été organisée par le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS antenne territoriale de Béni. Au total, 7 projets d'urgence sur les 8 préalablement proposés ont été validés pour la ville de Béni. Les participants à cette restitution se sont félicités du travail abattu avant de plaider pour le début effectif des activités. C'est ce que nous dit ici Merveille Calmer, notre permanent à Béni. Cette restitution s'est tenue dans la salle de l'hôtel Béni, à laquelle ont pris part les bourgmestres des 4 communes et les chefs de base de la ville de Béni. Avec un format forum communautaire, ces cadres a permis aux chefs d'antenne du PDD-RCS de sensibiliser les représentants de la population sur la nécessité de s'approprier les travaux de construction des infrastructures socio-communautaires validés par le CCP du Star-Est Nord Kivu pour la ville et le territoire de Béni, ainsi que les travaux de haute intensité de la main-d'œuvre qui seront exécutés dans un futur proche. Nous pensons que ce sera le mois prochain que les travaux vont être lancés. Il faudrait que la communauté puisse accompagner le Star-Est dans la réalisation des ouvrages ou des infrastructures qui ont été identifiées. Il s'agit principalement des écoles, des centres de santé qui vont contribuer, n'est-ce pas, au relèvement de la vie socio-économique des communautés. Et il y a aussi les travaux IMO qui concernent pratiquement le boulevard Béou et l'axe Kouka aéroport de 12 km pour le boulevard Béou, c'est 2 km pour 3. Ça va absorber des jeunes, des ex-combattants et même des femmes pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, contribuer aussi même à leur relèvement économique. Tout en saluant cette procédure de redevabilité, les participants aux assises ont promis accompagner le Star-Est dans la réalisation des activités prévues pour la ville. Nos recommandations est que la population s'approprie ces projets. C'est le projet pour la communauté, c'est pour nous. Parce que oui, on peut construire, mais pérenniser ces infrastructures, c'est nous, la communauté. Notons que c'est le maire policier de Béni, le commissaire supérieur principal Nyofon de Jacob, qui a ouvert et clôturé ses assises. Et nous allons quitter la province du Nord Kivu pour celle de l'Ituri, où aux alentours de la ville de Bunia, chef-lieu de province, des déplacés sont en train de mener une vie très précaire. Il s'agit des personnes qui ont fui les attaques des groupes armés dans leur ville et qui n'ont souvent pas la possibilité d'emporter quoi que ce soit, ni effet personnel, ni nourriture, tout abandonné dans la panique du départ qui signe donc le passage à un niveau de précarité extrême. Eh bien, ce mardi 29 octobre 2024, les déplacés du site de Salama ont reçu une assistance de la fondation Jojo Mandiki, une aide qui tombe à point nommé. Un reportage sur place avec Vérité Zaba Johnson. Une joie qui se justifie, un courage qui a essence. Des moments comme celui-ci, ils l'ont vécu il y a plusieurs années. Ce mardi, le porte-bonheur s'appelle la fondation Jojo Mandiki. Touchée par le vécu précaire de ces vulnérables, elle n'a pas hésité de mettre la main dans la poche. Savon, farine, diri et autres, des billets au grand bonheur de se déplacer,
visiblement en manque d'assistance depuis plus de 2 ans. Première action humanitaire de la fondation Jojo Mandiki à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Énième, à l'est de la RDC, qui fait face à l'activisme des groupes armés. L'artiste musicien Bakulumu Kulumufalm est coordonnateur national de cette fondation. L'homme au grand cœur, Jojo Mandiki Mapata, lui il dit il aime le pays. Le Congo est un indivisible. Il a eu le cœur de penser que nos frères des Ituri ont aussi droit à la vie. Alors il m'a envoyé, en tant que coordonnateur national, de venir ici vous remettre le paix qu'il a gagné, parce que les autres ont choisi les loisirs, lui il a choisi de soutenir ses frères et sœurs. Voilà la motivation. Dans ces sites, situés à environ 7 km à l'ouest de Bunia, vivent plus de 1700 personnes. Elles mènent généralement une vie pénible. Et nous allons rester dans la province de l'Ituri. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Scène d'horreur à Mongbalou, principale agglomération minière de la province. Le corps sans vie d'une jeune fille a été retrouvé la matinée de lundi 28 octobre 2024, abandonné sur la route à l'entrée sud de cette commune rurale du territoire de Djougou. Vérité, Zaba Johnson nous le fait voir. La première version relayée à la presse par la société civile de Mongbalou fait état d'un possible cas de viol, combiné à la torture et à d'autres traitements inhumains et dégradants, et a entraîné la mort de la victime. Abandonné sur la route, le corps a été découvert entre les quartiers Choun 2 et Dépôt. La victime a d'abord été récupérée de la maison par des hommes inconnus qui ont commis ces forfaits, rapporte Jonathan Imbalapaï, président de ces structures citoyennes. À nos confrères de la radio Canal Révélation Bunia, M. Imbalapaï rapporte que sur le corps de la jeune fille, les traces de la torture étaient visibles. Prenant pour appui les sources médicales, il révèle que le premier résultat confirme le cas de viol sur la victime. Même si les enquêtes sont à voie d'être ouvertes, le bourreau de cet acte odieux ne sont jusque-là pas encore arrêtés. Dans l'entretemps, c'est la famille de la victime qui est plongée dans la colère tout en réclamant que justice soit faite. Dans une région minière émaillée par la présence des groupes armés locaux, certains cas similaires sont enregistrés par moment à Djougou, sans que malheureusement les auteurs ne soient appréhendés. Et nous allons retourner dans la province du Nord Kivu. Nous vous l'avons dit en début de cette édition du journal, les enseignants de Goma réunis au sein de la structure du syndicat des enseignants des écoles primaires publiques ont décidé de reprendre le chemin de l'école après l'assurance leur faite par le ministre de tutelle. À en croire Sophie Valinandé, rapporteur de cette structure, un ultimatum de 3 mois a été donné au gouvernement pour répondre aux requêtes des enseignants qui ont décidé donc de sauver l'année scolaire 2024-2025. Sans cela, les activités de grandes envergures seront diligentées par ces derniers pour réclamer cette prime de la gratuité de l'enseignement de base estimée à 250 000 francs congolais que le gouvernement leur a promis pour que la reprise des cours soit effective dans la capitale de la province du Nord Kivu. Sophie Valdinandé revient là-dessus. Elle est au micro de Fiston Issé Moigny, notre permanent également à Goma. Et la motivation d'accepter encore une fois ces promesses, c'est puisque nous nous sommes retrouvés avec la nouvelle ministre qui a expliqué qu'elle est en train d'utiliser le budget rencontré et donc qu'on puisse lui permettre aussi de se placer, de se situer et de voir comment venir en aide, prendre en considération les doléances des enseignants des écoles primaires. De deux, ce qui nous a encore motivés, c'était de voir que après 2 mois quand même, nous avons fait bouger les lignes. Les autorités ont compris que cette fois, l'enseignant commence maintenant à prendre conscience. Donc, sa souffrance commence à le diriger. Et donc, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de tomber dans des trous plus profonds qu'aujourd'hui. Comprenez que même à partir de notre déclaration, nous avons donné l'échéance de 3 mois. Parce que
ce que la ministre a promis, elle nous a promis vraiment qu'elle va agir dans ces 2 mois ici devant nous. En tout cas, les enfants sont nombreux. Même hier, le premier jour, ils étaient là avec des figures joviales qui montraient réellement qu'ils avaient soif de reprendre le chemin de l'école. Et la situation des enseignants en République démocratique du Congo avec cette grève qui a été levée, grève ou pas grève, et des enseignants qui continuent à attendre beaucoup du gouvernement, et bien cette situation a été également évoquée au cours du briefing de presse qu'a animé Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, un porte-parole du gouvernement. Lundi dans la soirée, il avait à ses côtés le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou plutôt, un briefing conjoint pour faire le point sur le dialogue social dans le secteur public, les réformes entreprises, celles en cours, la situation des non-payés et des NU, le processus de mise à la retraite, tout a été évoqué. Le gouvernement est pour l'inclusion salariale, a dit Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Tout naturellement, le débat sur la révision de la Constitution s'est invité à ce briefing de presse animé par Patrick Mouyaya et Jean-Pierre Liaou. Suivez. Rendez-vous respecté ce lundi 28 octobre 2024. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement et face à la presse. À ce briefing, à ses côtés, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, Jean-Pierre Liaou. Le dialogue social dans le secteur public, tel est le thème central de ce briefing de presse. Jean-Pierre Liaou a d'emblée exposé sur les bases du travail effectué par son administration depuis sa prise de fonction. Plusieurs réformes déjà effectuées. Le président de la République nous a confié la mission de redresser notre appareil administratif. Je l'avais dit la fois dernière que ça passait par une thérapie des chocs, des réformes structurelles, structurantes, systémiques et même donc existentielles, ici même. Jean-Pierre Liaou a également fait le point sur le processus de mise à la retraite des agents de carrière des services de l'État pour l'exercice 2024. D'ici fin 2024, près de 10 000 fonctionnaires de l'État seront mis à la retraite avec amélioration des conditions de retraite, a dit le vice-premier ministre Liaou. À part cette phase de réforme, il y a aussi la retraite. Donc la mise en place d'un nouveau système de sécurité sociale des agents publics de l'État dans notre pays. La cohabitation aujourd'hui d'une retraite principale, retraite de base, qui cohabite avec le nouveau système que nous avons mis en place, qui est un système donc de retraite par capitalisation. Oui, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou dit privilégier le dialogue social et salue le niveau de collaboration avec toutes les organisations syndicales. Au cours des échanges avec les journalistes présents, tout a été évoqué, même la situation des non-payés, des NU, le gouvernement et pour l'inclusion salariale, activée par le vice-premier ministre Liaou. Pour lui d'ailleurs, c'est pari est gagné, 171 000 agents payés en 3 ans. Moi, j'ai l'impression qu'on veut faire dire au président de la République de choses qu'il n'a pas dites. Le président de la République, s'exprimant sur ce sujet, a dit que ce n'était pas une urgence. Je crois qu'il a dit. Ensuite, le président de la République a aussi dit que l'année prochaine, il mettra en place une commission pluridisciplinaire avec les Congolais de tous les bords pour réfléchir. La Constitution que nous avons, il faut la lire aussi, parce qu'elle prévoit notamment de mécanismes comment la révision, elle peut se faire. Actualité oblige, le débat sur la révision de la Constitution ne pouvait pas échapper à ce briefing de presse. Le ministre de la Communication et des Médias et Jean-Pierre Liaou, tous ont exprimé cette nécessité de mettre en place un cadre de réflexion qui devrait se pencher sur une éventuelle révision de la loi mère du pays, comme l'a d'ailleurs clairement indiqué le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son meeting.
Et en dehors de nos frontières, direction le Maroc où séjourne en travail Emmanuel Macron, président de la République de France. Eh bien, au deuxième jour de sa visite, Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien à la souveraineté du Maroc au Sahara occidental. Il s'est aussi exprimé ce mardi au Parlement marocain. Amina Mouacha y revient. Au deuxième jour de sa visite au Royaume du Maroc, le président français s'est exprimé ce mardi au Parlement marocain. Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien à la souveraineté marocaine au Sahara occidental. Le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, a dit le président français. Emmanuel Macron a affirmé sa volonté de signer un nouveau cadre stratégique avec le Maroc à l'occasion de la prochaine visite d'État de Mohamed VI en France en 2025 et de donner des gages sur les sujets essentiels au Sahara occidental, la question à laquelle le président français était attendu. La France et le Maroc sont historiquement partenaires sur des questions allant de la lutte contre le terrorisme au Sahara occidental. Le Maroc est la première destination des investissements français en Afrique et la France est le premier partenaire commercial du Maroc. Le Maroc importe les céréales françaises, des armes et des infrastructures d'énergie renouvelable telles que des turbines. La France importe des marchandises du Maroc, notamment des tomates, des voitures et des pièces d'avion. Les Marocains font partie des plus importantes communautés d'origine étrangère en France. Les Marocains constituent un groupe politique important et un point central des débats sur le rôle de l'islam et de l'immigration dans la société française. Et voilà, c'est par ici que s'achève cette édition de journal. Merci à vous de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Au revoir chez vous. Bienvenue à tous à la lecture des journaux parus ce mardi 29 octobre 2024. Débutons avec les propos de l'abbé Donatien Chollet. Les projets de révision de la Constitution pourraient déstabiliser le pays. Titre Forum des As. Le média renseigne que pour le porte-parole de l'épiscopat catholique congolais, toucher à la Constitution est une initiative dangereuse sur le plan social, sécuritaire et politique. C'est une position politique, mais du côté de l'Église et de la société civile, nous pensons que c'est quelque chose à décourager dans le contexte actuel. Quelle que soit la pertinence de l'un ou l'autre point, relève pour justifier cette démarche. Face à une situation sociale au pays marquée par des grèves à répétition, toute révisitation de la Constitution n'est pas la priorité des priorités. Pour Chollet, le débat sur la révision de la Constitution ne date pas d'hier. Il a rappelé qu'il y a une dizaine d'années, les mêmes arguments étaient avancés par les opposants de l'époque, y compris par l'actuel locataire du Palais de la Nation, Félix Tshisekedi. En ce temps-là déjà, rappelle-t-il, l'actuel président de la République, les siens, disait que le problème n'est pas la Constitution, mais le social du Congolais. Ce projet de changement de la Constitution ou de révision de la Constitution qui a fait des morts ne passerait pas sans un bras de fer social. Cela pourrait ouvrir un nouveau front de tension dans un pays déjà fragilisé, particulièrement dans l'Est, conclut le média. Toujours dans ce sujet de la révision constitutionnelle, Mouyaya et Liaou pour une approche sans enjeu partisan. Titre Info 27. Selon le média, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, a clarifié la position du chef de l'État. Il me semble que certaines tentatives d'attribuer des propos au président de la République qu'il n'a jamais tenus. Il a précisé que ce sujet n'était pas une urgence. Par ailleurs, l'année prochaine, il envisage de mettre en place une commission pluridisciplinaire composée de Congolais de divers horizons pour mener une réflexion approfondie. La Constitution actuelle prévoit déjà des mécanismes pour sa révision, mais il convient
de noter que nous ne sommes pas encore à cette démarche. Cette précision vise à dissiper toute ambiguïté et à encadrer le débat dans un esprit constructif tel que voulu par le chef de l'État. Pour appuyer ses propos, Mouyaya a rappelé les paroles du chef de l'État de la République aux étudiants de Kisangani qui résumaient l'essence même de son engagement pour des institutions fortes. Nous voulons un pays doté d'institutions fortes et non de personnalités fortes. Pour Mouyaya, cette déclaration du président devrait clore définitivement les spéculations, réaffirmer l'objectif de renforcer les institutions pour consolider la démocratie congolaise plutôt que d'orienter le débat dans les querelles partisanes. Jean-Pierre Liaou, de son côté, a souligné les enjeux de gestion institutionnelle. Selon lui, interdire toute réflexion sur la révision de la Constitution serait contre-productive. La Constitution est une loi fondamentale, mais elle n'est pas immuable. La question pertinente serait de savoir si notre Constitution comporte des faiblesses. La réponse est oui. Ces faiblesses peuvent être identifiées par des experts et en discuter, a dit le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Le journal Le Phare dit « Constitution halte à la manipulation et l'intoxication ». Selon le quotidien d'information générale, respectueux de la légalité, le chef de l'État a affirmé que le nombre et la durée des mandats présidentiels ont été déterminés par le souverain primaire après sa consultation au référendum. C'est le peuple seul qui peut le revoir par la même voie. Toutefois, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, il a le pouvoir d'initier la révision de la Constitution lorsqu'il constate que certaines dispositions semblent bloquer la machine. C'est le cas du processus de mise en place du gouvernement qui subit une lourdeur préjudiciable, c'est-à-dire avec prestation de serment par le président élu, celui-ci peine à mettre en place dans le délai raisonnable le gouvernement. Il en est de même en ce qui concerne la validation des mandats des députés élus ainsi que la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Conséquence de la situation, le retard impacte négativement la durée du mandat. Cependant, en fouinant dans un passé proche, on constate que beaucoup des leaders politiques et de la société civile ne jouent pas franc jeu. Ils font preuve d'irresponsabilité, voire de malhonnêteté, alors qu'ils étaient hier des fervents défenseurs de cette révision constitutionnelle et certains parmi eux qui s'étaient portés candidats à la présidentielle l'avaient même inscrite parmi les priorités une fois élu président de la République. Et aujourd'hui, sans la moindre gêne, ils se rangent du côté des anti-révisions et font beaucoup de bruit, comme si la démarche était anticonstitutionnelle et visant l'instauration de la dictature en RDC. Malheureusement pour eux, ils sont rattrapés par leur passé grâce aux archives. Les traces sont bien gardées, a conclu le média. Clôturant cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse qui titre « Le gouvernement RD congolais s'engage à redresser la situation globale des fonctionnaires de l'État ». Selon le bulletin quotidien, nous avons considéré le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a laissé entendre que nous avons considéré le dialogue social comme l'arme idéale pour pouvoir garantir la paix sociale dans le pays. Nous avons agi pour faire en sorte que les partenaires sociaux soient respectés. Nous nous battons pour améliorer leur situation qui est bien complexe parce que nous héritions d'un lourd passé. Pour le ministre de la fonction publique, son ministère continue avec ce processus d'inclusion salariale parce que la rémunération du fonctionnaire congolais aujourd'hui est constituée d'un salaire plus fiable. Le dialogue social est cette stratégie mise en place par le gouvernement en termes de plateformes d'échange réguliers avec les organisations syndicales dans le secteur de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et bientôt du régime général. Voilà qui met un terme à cette lecture des journaux parus ce mardi 29 octobre. Madame, messieurs, merci de l'avoir suivi.